Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter Git et les principales commandes à connaître lorsqu'on utilise ce petit utilitaire. Avant de commencer, comme d'habitude, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour aider la chaîne et pour ne pas rater les prochains tutos. Et sur ce, on va tout de suite démarrer. Alors Git, c'est probablement l'outil le plus utilisé par les développeurs. Ça permet de versionner son code. Ça permet d'avoir une copie en ligne de son code, en ligne ou sur un serveur privé, peu importe. Mais surtout de versionner le code. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez faire des modifications, donc une nouvelle version d'un projet, vous allez pouvoir archiver ces versions-là pour pouvoir revenir en arrière. Également, ça permet à plusieurs développeurs de pouvoir travailler sur un même projet. Chacun va travailler sur sa version. Et grâce à Git, on va pouvoir ensuite fusionner toutes ces versions de façon à avoir une branche principale qui sera toujours à jour avec les dernières fonctionnalités. Et évidemment, si jamais il y a une erreur sur une des branches, donc ce que j'appelle des branches, c'est toutes les bifurcations que vont créer les développeurs. Si jamais il y a un problème sur une branche, on pourra facilement l'identifier, le corriger, ou tout simplement ne pas l'utiliser. On n'est pas obligé de fusionner deux branches. À partir du moment où une branche n'est pas valide, on ne va pas la fusionner sur la branche principale. Bon, voilà à peu près pour l'intérêt de Git, c'est versionner son code, avoir donc tout un historique, éviter de perdre son travail, pouvoir travailler à plusieurs, etc. Pour pouvoir travailler avec Git, il va vous falloir le logiciel. Pour cela, vous devez aller sur le site officiel, donc git-scm.com/download, et vous allez télécharger ce petit utilitaire qui vous permettra d'être en mesure d'utiliser les quelques commandes que nous allons voir ici dans cette vidéo. Et c'est compatible pour Windows, Mac et Linux, donc vous pouvez télécharger la version qui vous correspond et vous devez installer ça sur votre ordinateur. Ensuite, une fois qu'on a ce petit utilitaire, il va falloir qu'on se décide sur quelle plateforme on va publier notre code. Il y a plusieurs plateformes. Vous allez avoir GitHub, qui est donc la plateforme la plus populaire. Mais il existe plein d'alternatives. Les plus connues sont GitLab. GitLab que vous pouvez retrouver pareil sur le site officiel gitlab.com, où vous avez également Bitbucket qui est ultra utilisé, donc c'est bitbucket.org. Après on peut publier son code sur SourceForge, ou alors on peut utiliser Gitea, qui est un utilitaire que vous pouvez installer sur votre propre serveur pour créer votre propre clone de Git. Bref, il y a plein de possibilités. Moi je vais utiliser GitHub qui est probablement le plus populaire. Et je vais vous montrer donc quelques exemples de commandes Git. Donc, je veux créer un projet. Imaginons, je veux créer mon portfolio. Ce portfolio, je veux garder des copies en ligne et je veux que éventuellement d'autres développeurs puissent travailler avec moi. Je vais donc versionner mon code et stocker tout ça sur GitHub. Il va vous falloir un compte GitHub, donc vous allez vous rendre sur github.com et vous allez créer votre compte de façon classique, hein, vous vous enregistrez. Et une fois que vous avez votre compte et que vous êtes connecté à la plateforme, vous allez pouvoir accéder à vos repos. Donc les repos, c'est les différents projets que vous aurez créés. Je vais créer avec vous un projet. Donc ici, je vais cliquer sur New. Évidemment, je suis connecté, hein, sinon je ne pourrais pas accéder à ce bouton. Donc je vais créer un nouveau projet. Je clique sur New. Ici, on me demande qui est le propriétaire du projet. Donc là, c'est moi-même. Et je vais devoir choisir un nom pour mon projet, par exemple tuto Git. Donc là, je donne le nom de mon projet, mais ça peut être le nom, si vous travaillez sur une simulation de pilotage d'avion, ben, ça s'appellera Flight Simulator quelque chose. Bref, vous nommez votre projet. Vous pouvez donner une description à votre projet. Là, c'est optionnel, mais c'est pour vous y retrouver un petit peu plus facilement. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez définir si le projet est public ou privé. S'il est public, n'importe qui pourra accéder au projet et à tout votre code source. Voilà, ça sera open source en quelque sorte. Ou alors ça peut être privé, donc juste réservé à vous ou à votre équipe. Là, je vais créer un repo public. En général, on met toujours un petit fichier README, donc je vais cocher cette case. Le fichier README, c'est juste pour présenter le projet, dire ce que c'est, à quoi ça sert, comment le lancer, comment faire pour ouvrir le projet, pour pouvoir démarrer.
Donc voilà, on va faire un petit readme. On a la possibilité d'ajouter un git ignore. Le git ignore, ça va vous permettre de... En gros, quand on a des projets, il y a certaines choses que l'on ne souhaite pas prendre en compte avec Git. Par exemple, imaginons que j'ai un site web de formation vidéo. Mon site web, je veux le versionner, mais vous imaginez bien que si j'ai 500 vidéos qui font chacune 100 mégas, en fait, ça sera colossal. Le poids sera colossal. Donc là, dans ce cas-là, on va utiliser le fichier gitignore qui va permettre d'indiquer à Git d'ignorer certains fichiers. Et dans ce cas-là, on va dire ignore les vidéos. Donc les vidéos ne seront pas versionnées, elles ne seront pas liées au projet. Jamais elles vont être publiées sur Git. En revanche, il faudra préciser pour les autres développeurs qu'il y a une dépendance et qu'il faut penser à récupérer les vidéos pour que le tout fonctionne. Donc voilà, le gitignore va vous permettre de faire ça. Ça va vous permettre de dire ces fichiers, tu les ignores, tu les prends pas en compte. La licence, ça c'est la licence d'utilisation. Quand vous créez un projet, vous devez choisir donc un type de licence pour ce projet. Et si c'est open source, selon la liberté que vous voulez donner aux utilisateurs pour récupérer votre code, le modifier, le réutiliser, le partager, vous allez choisir la licence qui vous correspond. Moi en général, pour les choses ouvertes, je vais utiliser la licence MIT qui est très permissive. Je vous laisse vous renseigner sur les différents types de licences qui existent. Il y a plein de types de licences avec quelques petites subtilités à chaque fois. Mais en général, moi, j'utilise du MIT. Je fais create repo pour pouvoir créer mon projet. Et là, j'arrive donc sur la page de mon projet avec le fichier de licence et le README. Le README qui est totalement vide, il y a juste le titre ici. Bon, voilà, là, j'ai initialisé mon projet. Je vais pouvoir utiliser cette URL-là pour pouvoir accéder au fichier source de mon projet. Et si j'ai besoin de rendre disponible ce projet au monde entier, par exemple, si je fais un tutoriel sur le développement web, que je crée un site web et que je veux que tout le monde puisse accéder à ce code source, je leur partagerai le lien de ce projet Git. Et ensuite, n'importe qui aura la possibilité de cloner le projet, c'est-à-dire d'avoir une copie, ou de télécharger le zip. Bon, maintenant, ce que je souhaite faire, c'est utiliser ce repo pour pouvoir publier mon travail. Ce que je vais faire, c'est cloner donc le projet. Je vais cliquer sur le petit menu déroulant ici, et là, j'ai mon lien qui correspond donc au lien vers le projet. Je vais copier ce lien-là, et je vais venir me placer donc sur mon ordinateur, dans un dossier, peu importe le dossier. Et là, je vais ouvrir une fenêtre de commande. Alors moi, j'utilise git bash, qui c'est comme la commande Windows, mais avec des couleurs, on va dire. Et ça me permet d'utiliser également des commandes Linux. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser le git bash comme moi, hein. Vous pouvez très bien utiliser l'invite de commande de Windows ou la console classique sur Mac ou Linux, peu importe. L'idée, c'est d'avoir le logiciel Git d'installer pour que votre ordinateur soit en mesure de connaître les commandes. D'ailleurs, je vais juste taper git, entrée, et là je vois que ça marche parce que ça m'affiche bien les commandes. Si jamais ça n'affiche rien lorsque vous faites ça, ou si vous avez une erreur, c'est que l'installation s'est mal déroulée. Essayez de réinstaller, essayez de redémarrer votre ordinateur, ou de rechercher votre message d'erreur sur Internet pour comprendre pourquoi l'installation s'est mal déroulée, mais normalement, si vous tapez git, c'est censé vous afficher quelque chose comme ça. Bon. Moi, j'ai copié l'URL de mon repo. Ce que je veux, c'est créer une copie locale sur mon ordinateur de ce repo, par exemple ici dans ce dossier vide. Alors d'ailleurs, je vais mettre ça à gauche, comme ça on va voir en temps réel. Ici, je vais simplement taper la commande git clone. Alors git clone permet de cloner un projet, espace, et là je fais clic droit paste pour coller l'URL du repo. Entrée, donc là on va cloning, ok. Et j'ai bien tuto git qui apparaît ici, qui a été ajouté. Donc on voit que la copie a bien été effectuée. Donc maintenant, si je me rends dans ce dossier, on voit que j'ai bien un fichier de licence et un fichier README. Donc là, on est bon, on a l'équivalent de ce que j'ai ici.
Donc on remarque qu'il y a un petit .git, un dossier caché, qui correspond donc à tous les fichiers dont Git a besoin pour que ça puisse fonctionner. Mais ça, pareil, c'est un fichier qui est ignoré. En parlant de fichier ignoré, je peux créer un petit git ignore. Je vais faire clic droit, nouveau document texte. Et là, je vais faire .git ignore. Donc le fichier s'appelle .git ignore, tout court. Il n'y a pas d'extension .txt, c'est juste .git ignore. Si jamais vous n'avez pas les extensions qui apparaissent sur Windows, vous allez dans Affichage, Options d'affichage, et vous allez décocher Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu, ce qui vous permettra de pouvoir supprimer l'extension .txt pour justement avoir juste un .git ignore. Je vais, pour la démonstration, faire un nouveau dossier, clic droit, nouveau dossier, img, ok. Je vais rentrer dans ce dossier, et je vais venir placer une image au format PNG. Voilà, donc là j'ai placé une image dans ce dossier, je vais retourner dans le dossier parent, et je vais utiliser un éditeur de texte, donc là j'utilise Sublime Text. Sublime Text, ça marche sur Windows, Mac et Linux. Si vous voulez récupérer ça, vous pouvez. Donc je vais utiliser cet éditeur pour pouvoir modifier le fichier gitignore, comme ceci. Donc là, je peux modifier le contenu du fichier gitignore. Si je veux ignorer l'intégralité d'un dossier, par exemple le dossier images, les images sont trop lourdes, je ne veux pas les versionner. Si je veux ignorer donc l'intégralité d'un dossier, je marque le nom du dossier, /. Donc là, je fais img/, je sauvegarde. Et donc, dans le gitignore, j'ai dit, ben voilà, tu prends pas en compte ce dossier-là. Donc, mon image ne devrait pas être prise en compte. OK. Bon, maintenant, je vais vous présenter des commandes Git qui seront donc super importantes. Là, j'ai fait des modifications. Vous voyez bien que j'ai fait des modifications en local. Ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai en ligne. Là, j'ai rajouté un gitignore et un dossier. Donc, il y a une différence par rapport à ce que j'ai en ligne. Pour être sûr, pour vérifier qu'il y a bien une différence, je vais utiliser git status. Git status, alors d'ailleurs, déjà là, j'ai une erreur parce qu'on me dit que je ne suis pas dans un dossier Git. Évidemment, parce que là, je ne me suis pas rendu dans le dossier du projet. Je suis dans Desktop Tuto Git, mais moi, je veux travailler dans le dossier qui s'appelle Tuto Git tout collé. Donc, je vais me rendre dans ce dossier Tuto Git. Je vais faire cd Tuto Git, ce qui fait que je me rends dans le dossier Tuto Git et je vais de nouveau taper la commande git status. Donc voilà, là, dans git status, on voit que je suis sur la branche main. Ma branche est à jour par rapport à origin main. Origin main, ça correspond à la branche main en ligne sur GitHub. Donc on voit que je suis à jour. Il n'y a rien sur la version en ligne que je n'aurai pas en local. Il y a des fichiers qui ne sont pas traqués. On voit que parmi les fichiers qui ne sont pas traqués, il y a le fameux gitignore que j'ai créé. Donc un fichier pas traqué, ça veut dire qu'il est... on ne l'a pas versionné, on n'a pas dit à Git, voilà, ça c'est un nouveau fichier. Il n'est pas traqué, c'est un petit peu comme si on l'ignorait pour l'instant. Comme si Git n'en avait rien à faire. Donc voilà. Là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Moi, ce que je veux, c'est que le gitignore soit traqué, parce que justement, c'est un fichier que je veux que tout le monde puisse récupérer, pour que tout le monde ait ce fichier. Et surtout, je veux qu'on le versionne. Si jamais demain, je décide de ne plus ignorer les images, ben, je veux que ça puisse être mis à jour. Donc, je vais utiliser la commande git add. Git add permet de traquer un fichier, d'ajouter un fichier dans le projet Git. Donc je peux faire git add point, ça veut dire ajoute tout ce qui se trouve dans le dossier. Donc là, ça ajouterait tout ce que j'ai dans mon dossier actuel. Sinon, je peux faire git add. Là, je vais saisir .gitignore. Donc je peux spécifiquement nommer le fichier que je veux ajouter. Et là, ça va ajouter un fichier bien spécifique. Un seul fichier. Donc on peut ajouter les fichiers un à un, ou vous pouvez tout ajouter d'un coup. Avec git add point. Et sinon, il y a un autre raccourci pour tout ajouter, c'est git add espace --all, A-L-L. Ça veut dire ajoute tous les fichiers. Donc là, je fais git add gitignore, je valide, et je vais refaire un petit git status pour voir ce qui a changé.
Ok, je suis toujours sur la branche main. Je suis toujours à jour par rapport à la branche distante. Et là, on voit les changements qui doivent être commit. Et on voit qu'il y a un nouveau fichier gitignore. Donc, il y a eu du changement par rapport à tout à l'heure. On voit que le git add a permis de prendre en compte le gitignore. Par contre, si je retourne en ligne et que j'actualise ma page, ben là, il n'y a rien qui a changé. Le git add n'ajoute pas du tout un fichier en ligne. Git add, ça veut juste dire prends en compte ce fichier. Ok, bon. Moi, ce que je veux, c'est mettre en ligne ma modification. Je veux que ma modification soit publiée et que ça se répercute sur le projet qui est en ligne. Donc là, je vois qu'on me dit « change to be commit ». Ça veut dire qu'il y a des changements qui peuvent être commit. Lorsqu'on fait un commit, ça veut dire qu'on veut apporter une modification à la branche. On a fait des modifications et on veut partager ces modifications sur la branche. Donc on veut créer une sorte de point dans la timeline de notre historique, dont j'ai déjà parlé en début de vidéo. On veut donc apporter cette modification. Une modification s'accompagne d'un message, parce qu'il faut qu'on explique aux autres qu'est-ce qu'on a fait dans le projet, pourquoi est-ce qu'on fait ce commit, et quels sont les changements. Donc, je vais utiliser une nouvelle commande, ici, qui est la commande git commit. Donc git commit, voilà, ça va me permettre de faire mon commit, et ça s'accompagne d'un message. Donc je vais faire -m pour message, espace, et entre guillemets, je vais préciser ce que j'ai fait, par exemple, ajout d'un gitignore. Et je ferme les guillemets. Ok, je valide, je fais entrer. Donc là, j'ai bien sur la branche main mon message. Un fichier a été modifié, il y a eu un ajout. Donc voilà, là j'ai les quelques informations sur mon commit. Si j'actualise, vous allez voir qu'il n'y a rien qui a changé encore. Parce que le commit ne pousse pas votre travail, le commit permet juste de créer ce point d'historique, mais il faut manuellement pousser le travail pour que ça soit vraiment visible en ligne. Alors comment faire? On va utiliser une nouvelle commande, et là, la commande c'est git push. Git push permet de récupérer votre commit ou vos commits, parce que vous pouvez créer plusieurs commits, et on va les pusher, donc les pousser sur la branche actuelle, et là on voit que je suis sur la branche main. Alors d'ailleurs, là je vous présente les commandes git. Ce que je fais, c'est que je fais mes exemples ici directement, mais en réalité, on ne bosse pas directement sur la branche main, parce qu'on a toujours la branche principale qui est celle utilisée pour la production. On ne travaille pas sur cette branche principale. Quand on fait des modifications, on travaille sur une branche spécifique, par exemple la branche version 1, version 2, version 3. On fait toutes les modifications que l'on souhaite. Ensuite, une fois que toutes les modifications sont faites, on teste. Et une fois que la branche a été validée, si par exemple on valide la version 3 et que tout le monde est d'accord, à ce moment-là, on peut dire que la version 3 va être fusionnée, va être déployée sur la branche main. Et ensuite, on aura la branche main qui aura la dernière mise à jour. Mais on ne travaille pas directement sur main. Voilà, petite précision, pour ne pas prendre de mauvaises pratiques directement. Donc git push va me permettre de pusher mon travail. Je fais entrer pour valider ma commande. Donc là il y a un petit temps de chargement, mais ça se voit pas parce que mon fichier gitignore fait juste quelques octets, donc c'est instantané. Mais si vous envoyez une vidéo, ça prendra un peu plus de temps, parce que là ça va vraiment pousser vos modifications en ligne. On voit que ça s'est bien passé, j'ai pas de message d'erreur. J'actualise ma page ici, et on voit que j'ai bien le fichier gitignore qui a été ajouté. Et comme vous pouvez le constater, j'ai pas le dossier image, parce que ce dossier image, il est totalement ignoré. Donc il ne sera pas pris en compte. Maintenant, imaginons que je travaille avec un autre développeur. C'est un peu le but aussi avec Git, c'est de pouvoir collaborer. Et cet autre développeur fait une modification. Alors là, pour l'exemple, je vais modifier le README directement sur Internet. Tuto Git, le tutoriel sur Git. Découvrez
les commandes super top et abonnez-vous. Voilà, donc je modifie mon fichier README. Je peux faire ça directement sur Git. Je suis donc sur README, sur main. J'ai fait mes modifications. Je peux faire un commit pour pouvoir faire mon commit donc directement en ligne. Ici, on me propose un message, donc j'ai bien fait un update de README. Je vais commit direct sur la branche main. OK, je valide. Voilà. Donc j'ai apporté mes modifications et je vais retourner sur ma branche ici. On voit que ça a été mis à jour parce que mon texte a été modifié. Donc ça correspond bien à ce que j'ai fait. Et maintenant, je veux pouvoir mettre à jour ma branche en local. On voit qu'il y a eu une modification donc en ligne. Mais moi, en local, si je regarde le contenu de mon fichier README, donc je vais l'ouvrir devant vous, je prends un fichier README et je l'ouvre, on voit qu'il n'y a pas de mise à jour. On voit que rien n'a changé. Donc ce que je veux, c'est récupérer les modifications qui ont été faites. Je vais vérifier s'il y a des modifications. Donc, si vous faites un git status comme ça, on va vous dire que votre branche est up to date, mais c'est parce qu'en réalité, vous devez utiliser une commande qui est git fetch. Git fetch va vous permettre de récupérer un petit peu les informations qui se trouvent sur votre repo distant. Donc là, ça va récupérer ces informations. Et ensuite, si vous faites un git status, après avoir fait le git fetch, vous allez voir que on a un petit message qui nous dit « Votre branche est en retard par rapport à la branche origine main de 1 commit ». Ça veut dire que j'ai un commit de retard. Donc les autres développeurs ont fait un commit et je n'ai pas récupéré ce commit. Et on me dit que je peux donc récupérer ce travail pour mettre à jour ma branche en utilisant la commande git pull. Donc je vais faire ça, git pull. Je valide. Et là, on voit que j'ai eu une modification sur README et j'ai quelques lignes qui ont été ajoutées. Donc j'ai eu 6 insertions et 1 suppression. Et donc ce fichier a changé. Je peux vérifier, donc j'ai fait mon git pull. Si je regarde maintenant le contenu de mon README, j'ai bien le contenu qui est en ligne, enfin qui était en ligne et qui maintenant se retrouve en local parce que j'ai bien fait la mise à jour. Donc voilà comment vous pouvez récupérer des informations qui sont distantes et donc mettre à jour votre branche. Maintenant, je peux vous montrer comment créer une nouvelle branche. Alors déjà, pour pouvoir lister les branches, c'est git branch. Et là, on voit que j'ai main. Donc les branches, c'est vraiment toutes les bifurcations dont j'ai parlé. On a la branche principale, et puis on peut avoir plein d'autres branches. Donc là, si je fais un git branch, on voit que j'ai main, qui est la branche principale, c'est celle qui est créée par défaut. Je veux créer une nouvelle branche, par exemple la branche develop, sur laquelle on va faire notre développement. Je vais faire un git checkout. Git checkout, c'est la commande qui permet de basculer d'une branche à l'autre. Ça permet de changer de branche. Mais ça permet également de créer une branche si jamais elle n'existe pas. Pour cela, je vais ajouter le petit "-b". Donc je vais faire git checkout-b. Ça va me permettre de créer une branche à partir de la branche main, parce que actuellement je suis sur la branche main. Si j'étais sur une autre branche, ça aurait créé une copie de l'autre branche. Ça va vraiment créer une copie de la branche sur laquelle vous vous trouvez. Donc là, je fais git checkout-b, entre guillemets, je vais mettre dev, je valide. Donc là, on voit que j'ai été déplacé sur une autre branche qui s'appelle dev. Si je fais un git branch, on voit que je suis bien sur dev parce que dev est coloré en vert, et on voit que j'ai 2 branches. Ici, je vais faire une petite modification, clic droit, nouveau, document texte, test.txt. Ici, je vais mettre test, je sauvegarde, je quitte. Donc là, si je fais un git status, on voit qu'il y a une modification. Je vais faire git add, je vais juste marquer point pour vous montrer. Je valide, je refais un git status et on voit que mon fichier test a été ajouté parce que le git add,
va juste ajouter les fichiers non traqués, donc ça ne va pas réajouter les fichiers qui ont déjà été ajoutés par le passé. Ok, git commit -m, je vais marquer modif, je valide, git push, et je valide. Donc là, j'ai fait mes modifications. Si je retourne en ligne et que j'actualise ma page, on voit que le fichier n'apparaît pas ici. J'ai pas de fichier test, pourtant j'ai pushé mon travail en ligne. Normalement, vous avez compris pourquoi. C'est parce que j'ai travaillé sur une autre branche. J'ai pas travaillé sur la branche main. Donc il faut se déplacer sur une autre branche. Alors d'ailleurs j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai oublié de publier ma branche. Et j'avais bien un message d'erreur ici. Donc quand j'ai fait mon git push, je suis allé trop vite, j'ai un message d'erreur. Ici j'ai une erreur fatale, on me dit attention, la branche actuelle, donc qui est la branche dev, n'a pas de branche qui correspond donc sur notre repo. Et pour pouvoir publier la branche et faire en sorte qu'elle ait donc son clone en ligne, il faut utiliser la commande git push espace -set -upstream origine dev. Donc en gros, quand vous créez une branche en local et qu'elle n'existe pas en ligne, la première fois que vous allez faire votre push, vous devez utiliser cette commande-là précisément pour pouvoir créer cette copie. Vous le faites une fois. Vous le faites une fois quand vous créez la branche, pour qu'elle soit copiée en ligne. Donc je recommence. Je fais mon git push set upstream. Là, j'ai pas d'erreur. Ok. Je refais la démo. Alors d'ailleurs, ça a été mis à jour. On voit qu'il y a eu une mise à jour récente ici. On voit qu'il y a une mise à jour récente. Ça m'affiche bien un petit encadré là. Et on me dit de faire une pull request. Donc, je vais déjà juste réactualiser la page pour vous montrer que mon travail n'apparaît pas et que la branche dev apparaît. Si je vais sur la branche dev, je peux voir le fichier test qui est bien présent. Donc ça veut dire que mon travail a bien été poussé, mais uniquement sur la branche de développement. Et qu'est-ce qui se passe dans la réalité en entreprise? Quand il y a une modification, le développeur qui a fait la modification prévient un autre développeur, et à partir de là, on va entamer ce qui s'appelle l'étape de code review. Le code review, c'est quand quelqu'un d'autre va relire votre code pour le valider ou non. C'est pas vous qui avez fait la modification qui devez valider votre propre code. Ça n'aurait aucun sens. Donc là, c'est vraiment quelqu'un d'autre qui va lire votre code, le valider ou le rejeter. Donc je change de personne, je suis quelqu'un d'autre. J'arrive sur Git, je vois qu'il y a une nouvelle branche. Donc là, la personne qui a fait le travail va me faire une pull request. Donc il va créer sur le bouton pull request et il va dire ce qu'il a fait. Il va détailler ici dans la description. Il va sélectionner des reviewers. Donc là, il peut sélectionner une ou plusieurs personnes en disant toi, je veux bien que tu relises mon code, toi, je veux bien que tu relises mon code. Donc en fait, il va sélectionner toutes les personnes pertinentes, par exemple, toutes les personnes qui travaillent sur le projet en question. Et une fois qu'il a sélectionné ça, on peut mettre des petits labels. Des petits labels, c'est des mots-clés qui vont permettre d'identifier est-ce que c'est du front, est-ce que c'est du back, est-ce que c'est du design. On va pouvoir juste catégoriser un petit peu tout ça, mais c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est le titre, et puis vous devez indiquer ce que vous voulez faire. Donc moi, je veux par exemple fusionner, enfin je veux faire en sorte que la branche dev, que les modifications de la branche dev soient répercutées sur la branche main. Ça s'appelle faire un merge. Je veux faire un merge de dev sur main. Donc je vais créer ma pull request. Ici, sur l'onglet pull request, on voit que la demande, en fait, on voit la demande. J'ai la possibilité de laisser des messages. Je peux mettre des commentaires en disant attention, tu as oublié de commenter ton code ou tu as oublié de masquer le mot de passe ou peu importe. J'ai la possibilité de me rendre sur les fichiers qui ont été impactés dans File Change. Et là, je peux voir donc tout le code qui a été écrit par le développeur. J'ai la possibilité de marquer le fichier comme lu, donc j'ai bien lu le code, ou j'ai la possibilité de commenter ce fichier pour ajouter mon commentaire. Si ça ne va pas et que je veux une modification, je peux mettre mon commentaire ici.
Si jamais ça me convient et que tout est bon, je vais pouvoir faire Review Change. Je peux laisser un petit commentaire en disant OK. Donc je peux dire OK. Et là, j'aurai la possibilité d'approuver la modification. Alors évidemment, là, vous voyez que c'est grisé. Et j'ai un message qui me dit que l'auteur de la pull request ne peut pas approuver son propre travail. Mais voilà, c'est ici que ça se passe. Vous allez pouvoir faire approve et ensuite cliquer sur submit pour pouvoir vraiment approuver la pull request. Une fois que c'est fait, une fois que le code a été approuvé, vous aurez la possibilité de cliquer sur ce bouton pour procéder au merge. Donc là, je vais faire un merge, je vais faire confirmer. Et on voit que ça a été mergé. Je peux supprimer la branche dev si je le souhaite. Si je retourne dans mon code sur la branche main, on voit que j'ai bien le test.txt qui apparaît. Et puis tout est bon. Donc mon code a bien été fusionné sur la branche principale. Une autre façon de merger une branche dans une autre. Alors je vais me déplacer. Je vais faire un git checkout main. Je me déplace sur la branche main. Là, en local, comme j'ai pas fait un pull, eh bien ma branche main n'est pas à jour. Sur ma branche main, je n'ai pas le fichier txt. Là, si vous regardez mon arborescence, le fichier txt n'apparaît pas parce que je me suis déplacé sur la branche main. Donc, ça n'apparaît pas. Si je fais un pull, ça va récupérer donc les modifications en ligne et ma branche va être mise à jour. Mais ce que je veux, c'est vous montrer une autre façon de réaliser un merge. Si je fais un git merge, je vais avoir la possibilité de merger une branche dans la branche actuelle. Si je fais un git merge dev, ça veut dire que je veux merger la branche dev dans main. Je fais entrée, et là on voit que le fichier apparaît. Donc là j'ai pu procéder au merge via une ligne de commande. Dans l'hypothèse où vous avez des modifications qui rentrent en conflit avec un fichier déjà présent, si par exemple deux développeurs ont bossé sur deux branches différentes, que ces développeurs ont créé le même fichier avec le même nom, et que vous essayez de fusionner ces deux branches, forcément Git va être perdu. Git va pas être en mesure de savoir quel fichier il faut garder, parce que les deux fichiers ont le même nom. Donc à ce moment-là, vous aurez un conflit, ça va vous empêcher de faire votre merge, et Git va vous demander de résoudre le conflit, et pour cela, vous allez pouvoir vous rendre par exemple sur GitHub, et vous aurez les deux fichiers côte à côte, un à gauche, un à droite, donc vous aurez vraiment les deux fichiers côte à côte, et vous pourrez voir ligne par ligne ce que vous voulez garder en disant c'est cette modification que je veux, celle-ci, celle-ci. Vous allez vraiment pouvoir résoudre le conflit en disant ce que vous voulez conserver parmi les deux fichiers. Bon, voilà à peu près vraiment pour les commandes de base sur Git. Il existe beaucoup d'autres commandes, beaucoup de commandes utiles, mais ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là pour ce tuto. Je vous aurais vraiment présenté l'essentiel pour pouvoir utiliser Git. Déjà, si vous connaissez tout ça, vous pourrez travailler sans problème. Mais il existe d'autres commandes qui vont vous simplifier la vie. Vous avez la possibilité de mettre votre travail de côté, ce qui va vous permettre de pouvoir changer de branche sans avoir validé votre travail. Comme ça, vous pourrez revenir sur une branche plus tard. Vous avez des commandes pour pouvoir annuler un merge si jamais vous vous êtes trompé, pour pouvoir annuler le dernier commit. Il y a pas mal de petites commandes comme ça qui vont vous aider à résoudre des conflits, à vous simplifier la vie. Je vais faire exprès de m'arrêter là pour vraiment me concentrer sur les commandes essentielles qu'il faut impérativement connaître. Et pour le reste, le jour où ça se présente, le jour où vous aurez un besoin en particulier, vous aurez juste à rechercher sur Internet comment faire avec Git, et là vous mettez votre problème. Comment faire pour annuler le dernier commit? Comment faire pour revenir en arrière de une ou de deux étapes? Voilà, vous pourrez faire vos petites recherches et rentrer plus dans les détails sur ce type de commande. Mais déjà, donc, si vous maîtrisez les différentes fonctionnalités que je vous ai montrées dans cette vidéo, ça sera parfait pour bien démarrer avec Git. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner, et puis à regarder les autres tutos de la chaîne. Je vais continuer à publier ce genre de vidéos. A bientôt donc pour d'autres vidéos.